Voilà. Donc c'est sur cette URL, c'est sur Groupama Centre-Atlantique, la page Facebook de Groupama Centre-Atlantique. Vos questions seront les bienvenues après cet exposé. Voilà, nous commençons tout de suite avec gérer plutôt son personal branding. Alors qu'est-ce que le personal branding? Le personal branding, c'est tout simplement votre e-réputation et pour ceux qui ne comprennent pas non plus l'e-réputation, la réputation vous connaissez, mais c'est surtout votre identité sur Internet. Aujourd'hui, on a une carte d'identité, mais on a aussi des traces sur Internet. On laisse des traces tous les jours. Voilà, certains ne sont peut-être pas connectés, n'ont pas de réseaux sociaux, ne sont pas sur LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Malgré tout, on laisse des traces. On parle de nous sur Internet. Voilà. Donc, pour voir quelles traces on laisse sur Internet, il y a une solution, c'est d'aller dire bonjour, excusez-moi, voilà, à Google. Donc ici, on dit que voilà, pourquoi les réputations, pourquoi l'identité numérique, c'est notamment que les recruteurs, les gens qui cherchent du boulot, les gens qui recrutent, souvent vont voir sur Internet si on dit quelque chose à propos de la personne. Comment font-ils? Je vais vous montrer. Tout simplement, là on parle de moi, ils vont aller tout simplement taper le prénom et le nom de la personne sur Google. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Personne, oui. Si, on le fait tous, on veut savoir ce qu'on dit de nous. Voilà. Un petit truc, Nadia, pourquoi est-ce que j'ai mis Philippe Wakeman entre guillemets? Alors oui, pour mieux cibler votre recherche, c'est bien de mettre entre guillemets justement votre nom, comme ça au moins vous êtes sûr de tomber sur du contenu qui vous concerne. Voilà. Et donc, vous voyez sur cet écran que non seulement on parle de moi sur Google, donc il y a des liens qui vont vers ma page LinkedIn, un blog, un article que j'ai eu dans les Échos, mais aussi on voit des photos qui me concernent. Donc, je ne suis pas incognito. Tout le monde peut voir ces photos. Voilà, c'est un peu intrusif, ça peut faire peur, mais c'est comme ça. Il faut faire très attention à ça. OK ? Donc, je vais vous donner un petit conseil ce soir. Voilà, je vais vous donner un petit conseil pour gérer votre e-réputation. Alors, c'est un petit conseil, peut-être que certains le connaissent. Il s'agit de Google Alert. Alors, Google Alert, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit outil, voilà, qui est gratuit. Tout ce que je donne aujourd'hui est gratuit, qui vous permet tout simplement de surveiller votre e-réputation. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, on va mettre Philippe Wakeman entre guillemets, comme l'a dit Nadia, pour bien cibler l'expression Philippe Wakeman. Et toutes les semaines, Google va m'envoyer un mail pour me donner les résultats de tout ce qu'on aura dit sur moi pendant la semaine, le mois, etc. Donc plus besoin de s'inquiéter. Google le fait pour nous. Google vous envoie un mail en disant un tel, et on parle de vous. Voilà. C'est merveilleux. Voilà, ça permet de surveiller son e-réputation. Alors, comment se protéger sur les réseaux sociaux et sur Internet? Quelques conseils. Si vous avez un jour un réseau social, sur Facebook ou les autres, ceux qu'on va voir, utilisez toujours une belle photo. Voilà, ne mettez pas une photo où on ne vous voit pas bien. C'est comme une carte d'identité. C'est important qu'on vous voit et qu'on vous reconnaisse. Voilà, mettez-vous votre meilleure photo. Voilà. Mettez aussi une biographie. Sur les réseaux sociaux, il faut dire qui on est. Alors, vous n'êtes pas obligé de donner toutes les informations vous concernant. Vous pouvez par contre dire si vous êtes marié ou pas, et si vous avez éventuellement des enfants, bon, ça se dit. N'oubliez jamais que Facebook naturellement utilise ces résultats pour après vous envoyer de la publicité. Voilà. Malgré tout, il faut quand même dire qui vous êtes. Si vous avez un métier, vous êtes à la retraite ou pas, il faut le dire. Dites-le, c'est important. Même si vous n'utilisez pas tous les jours Facebook, c'est important qu'on sache qui vous êtes sur Facebook. Aujourd'hui, Facebook, ce n'est pas une carte d'identité, mais c'est quand même important de ne pas mentir, de dire qui on est. L'autre chose, c'est, comme partout, il faut éviter les fautes d'orthographe quand on publie quelque chose. Voilà, c'est pas beau, directement. Et
éviter les messages provocateurs. Voilà. Facebook, on n'est pas inconnu sur Facebook, hein. On sait qui vous êtes. On peut vous tracer, même si vous mettez un faux nom, etc. Donc, sachez, voilà, ne mettez pas de propos ou haineux ou autres sur Facebook, ce n'est pas bien. Voilà. Si vous avez à vous plaindre de quelqu'un, il ne faut pas le faire. Là, dernièrement, j'ai lu qu'une dame s'était plainte de son plombier ou de son menuisier sur Facebook. Celui-ci a porté plainte contre la dame parce qu'il avait nui à sa fameuse irréputation. Donc aujourd'hui, il y a des avocats qui peuvent effectivement porter plainte pour un préjudice subi sur Facebook. Voilà, il faut faire très attention. Autre conseil, ne laissez pas vos amis taguer les photos sans votre consentement. On va le voir. Ensuite, peut-être que Nadia, tu l'expliqueras ce que c'est que taguer les photos, s'il te plaît, ou tu l'expliques tout de suite, qu'est-ce que c'est que taguer une photo? Oui, en fait, taguer une photo, c'est vous identifier sur une photo via votre profil, donc pour que cette photo apparaisse directement sur votre profil Facebook ou autre réseau social. Voilà, donc on peut vous taguer, on peut dire, imaginons vous avez un ami qui vous prend en photo lors d'un mariage, voilà, vous n'êtes pas sur Facebook, il va mettre cette photo sur Facebook, et il va dire c'est telle personne, sans votre consentement. Voilà. Donc sachez que ça existe, ça peut se faire. Il faut toujours être très prudent là-dessus. Ok? C'est pas très grave, mais bon, il faut toujours faire attention. Voilà. Et le dernier conseil, c'est de bien séparer vie privée et vie professionnelle. Voilà. Il y a une vie privée sur Facebook. Voilà, il faut la partager avec ses amis proches. Il faut faire très attention quand on diffuse une information. Elle peut se retourner contre vous. Voilà, sans plus attendre, on va passer, si la souris répond, à la découverte de 6 réseaux sociaux importants. Il s'agit de Facebook, de Twitter, de Snapchat, voilà, d'Instagram, et ensuite YouTube Pinterest. et Pinterest. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais commencer par Facebook et je vais laisser la parole à Nadia. Nadia, depuis combien de temps es-tu sur Facebook ? Alors, donc, moi, j'ai découvert Facebook en 2008, donc, c'est-à-dire il y a bientôt 10 ans, en fait. Et donc, à l'époque, j'étais au collège, donc c'est vrai que ça a vraiment changé les modes de communication, puisqu'avant, on était plus sur blog, type Skyblog, je ne sais pas si vous connaissez. Et du coup, Facebook nous a permis de nous détacher un peu des blogs pour pouvoir communiquer sur un réseau social et en même temps partager des photos, etc. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques chiffres sur Facebook. Donc il faut savoir que Facebook est l'un des plus grands réseaux sociaux au monde, puisque maintenant, il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook, ce qui est assez énorme. Et ces utilisateurs ont un âge moyen entre 18 et 49 ans, ce qui reste quand même plutôt jeune. Et le temps moyen passé par semaine sur Facebook est d'environ 7 heures pour la génération X. Et 75% des utilisateurs de Facebook, il reste au moins 20 minutes par jour, ce qui est quand même assez important. Donc alors les usages de Facebook. Premièrement, premier usage le plus connu de Facebook, c'est partager du contenu, donc des articles, des photos, des messages à vos amis. Vous pouvez également communiquer en temps réel grâce à Messenger. Vous pouvez aussi rejoindre des groupes d'intérêt et des événements selon vos centres d'intérêt, vos préférences musicales, au niveau du théâtre, etc. Voilà, par exemple, l'événement de ce soir a été repris sur Facebook. Tout à fait. Vous pouvez, depuis peu aussi, Facebook a lancé son Marketplace. Donc du coup, le Marketplace, c'est pour acheter et vendre en ligne. Donc vous pouvez directement vendre vos objets, vêtements, etc. sur Facebook. Voilà, un gros concurrent au Bon Coin. Exactement. Et dernier usage de Facebook, plus professionnel souvent, c'est d'avoir une page communautaire, donc pour publier des informations sur une marque ou même des associations ou des personnes connues. C'est assez intéressant. Par contre, voilà, ces marques doivent faire attention sur Facebook puisque on peut aussi être confronté au bad buzz. Donc le bad buzz, c'est la diffusion d'une information qui va avoir mauvaise presse en fait sur Facebook et les internautes ne se gênent pas trop pour critiquer dans ces cas-là. Par exemple, ici, Philips, pour le lancement de son nouveau rasoir pour homme, a utilisé en fait un personnage féminin de Star Wars. Donc, c'est pas terrible. Donc voilà pour Facebook. Donc maintenant, on va passer à Twitter. Philippe, peux-tu nous dire pourquoi et comment tu t'es retrouvé sur Twitter ? Bien sûr, Nadia. Voilà, Twitter, peu de gens le connaissent, enfin pas tout le monde, du moins.
Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Twitter ici? Oui, il y en a une ou deux, oui. Voilà, Twitter. Alors moi j'ai découvert Twitter avant Facebook, très bizarrement. Et pourquoi? Parce que à l'époque je travaillais dans une chambre de commerce et j'effectuais une revue de presse numérique. Et à ce titre, je devais toujours chercher les dernières actualités pour les diffuser dans les différents services de la chambre de commerce. Très vite, je me suis aperçu que sur Twitter, à l'époque, Twitter, c'était le printemps arabe, c'était l'affaire DSK, etc. Les informations, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Twitter, 85% des journalistes sont dessus. 85%, c'est énorme. C'est une source d'information incroyable. Vous avez des informations sur Twitter qui arrivent avant même qu'elles soient à la télé et dans les journaux. Donc les journalistes vont d'abord tweeter une information chaude avant de la publier dans leur journal. Donc c'est vraiment c'est quelque chose de très réactif. Donc du coup, je me suis intéressé à Twitter et très rapidement, j'ai repéré. D'abord, alors la première chose toujours, c'est de trouver les bonnes personnes qu'il faut suivre sur Twitter, parce qu'il y a toujours des gens qui donnent des mauvaises informations. Si vous suivez Le Monde sur Twitter, il n'y a pas de problème. Si vous suivez Le Figaro, Les Échos, etc., il n'y a pas de problème. Après, les journalistes, il faut les connaître. Une fois que vous les connaissez bien, vous savez que eux, ils sont toujours dans l'actualité et ils vous donneront toujours des informations vraiment très fraîches. Donc, depuis cette date, depuis 2009, que j'effectue de la veille sur Twitter, tous les jours. Tous les jours, je fais une veille, voilà, qui dure 10 minutes, un quart d'heure, et qui me permet, en un laps de temps, si je devais par exemple passer ma vie à lire les journaux, etc., ça me prendrait peut-être des heures, mais en 10 minutes, un quart d'heure, j'ai mes 10 ou 15 personnes que je suis. Ces personnes m'informent de tout ce que je dois savoir dans mon métier, mais aussi les dernières news, etc. Voilà. Donc Twitter, c'est vraiment une source de veille et de partage. Voilà. C'est tout à fait différent de Facebook. Donc, malgré tout, Twitter, ce n'est pas 2 milliards d'utilisateurs comme Facebook, ce n'est que 300 millions. Quand on dit que ce n'est que, c'est quand même 300 millions, c'est quand même assez impressionnant. Alors tous ces réseaux sociaux, ça donne le vertige. C'est tout de suite en millions d'utilisateurs. L'âge moyen est entre 25 et 34 ans. 85% cherchent à y progresser en expertise, donc les journalistes, etc. Les journalistes, ils vont chercher des scoops, carrément. Voilà. Quand il y a un conflit dans le monde, les gens tweetent. Voilà. Donc les journalistes sont à l'affût. Et le temps moyen passé sur Twitter est de 2,7 minutes sur l'application mobile notamment. Alors qu'est-ce qu'on fait sur Twitter? On suit des utilisateurs. Donc là, par exemple, je suis Arnaud Aquin qui me donne des informations toujours très qualitatives. Et une chose aussi que je vais vous raconter à propos de Twitter, c'est que c'est un merveilleux service après-vente. Et il faut l'utiliser. Alors, je vous explique. Sur Twitter, par exemple, si un jour votre train est en retard, n'hésitez pas à écrire sur Twitter à la SNCF. Derrière, il y a des gens qui vous répondent. C'est fantastique parce que souvent, quand on essaie d'avoir une réponse par téléphone, c'est un petit peu compliqué. Sur Twitter, il m'est arrivé de voyager, de rater un avion et de rentrer en contact avec la compagnie aérienne directement par Twitter, sans donner un coup de téléphone. Et directement par Twitter, on m'a proposé un nouvel avion. Voilà. Aujourd'hui, on peut se plaindre d'une marque sur Twitter ou lui dire aussi merci parce que ce qu'on a acheté répond à nos besoins. Voilà. Il ne faut pas toujours se plaindre. Il faut aussi dire quand ça marche bien. Donc, c'est un service après-vente Twitter. C'est très simple. Et ils vous répondent très souvent. Voilà. Donc, j'effectue de la veille, ça je l'ai dit. Et sur Twitter, comme sur Facebook, il y a ce qu'on appelle des bad buzz. Alors on a parlé de bad buzz, c'est un mot bizarre. Le bad buzz, c'est simplement des mauvaises informations ou des informations qui portent atteinte à des personnes. Voilà. Et notamment, c'est des fois les marques. Les marques peuvent des fois s'exprimer mal. Voilà. Et là, c'est le cas de Carrefour. Voilà. J'ai rien contre Carrefour, je vous rassure. On a pris un exemple au hasard. Carrefour a eu des propos un peu machistes en disant que voilà, les dames
ne savaient pas circuler correctement dans leur rayon et qu'un homme circulait de façon différente. Voilà. Directement que vous avez un propos comme ça d'une marque ou d'un individu sur Internet, les réactions ne se font pas attendre. C'est tout de suite. Tout de suite, des gens réagissent et se plaignent. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Les marques doivent faire attention, mais c'est aussi à tout le monde à faire attention. Pas de propos qui soient, qui ne correspondent pas au désir des internautes. Voilà. Donc ici, vous avez vu, les gens directement ont répondu suite à ce post. Je sais bien que Cluny est une ville ancrée dans l'histoire médiévale, mais ça ne vous oblige pas à l'être aussi. Donc vous voyez, ils ne se gênent pas pour répondre. Hein. On a un droit de réponse sur Internet. Voilà, maintenant, on va parler d'un réseau social qui est très jeune. Voilà, est-ce que vous avez tous entendu parler de Snapchat? Alors Snapchat, moi, ça m'intrigue à chaque fois que je prononce le mot, parce que bien que j'y sois déjà allé, c'est un réseau social qui est un petit peu réservé aux jeunes, parce qu'on y trouve, Nadia va le dire, parce que voilà, Nadia aujourd'hui est là surtout aussi pour témoigner de Snapchat. Hein. Voilà, Snapchat, Nadia, tu y es, je suppose? J'y suis donc Oui. depuis 2013 à peu près. Et c'est vrai que Snapchat, ça a été quand même une petite révolution dans le milieu des réseaux sociaux, puisque c'était une manière à l'époque unique de communiquer. À l'époque, bon, c'était il n'y a pas très longtemps, mais voilà, parce que c'est du contenu éphémère en fait qui est partagé sur Snapchat. C'est-à-dire qu'au moment où vous envoyez une photo, on peut la visionner dans un laps de temps défini. Et en fait, une fois que ce temps est révolu, eh bien, vous ne pourrez plus la visionner. Ce qui était aussi impressionnant avec Snapchat, c'est qu'on peut aussi voir, ils appellent ça donc les meilleurs amis. Donc en fait, c'est les personnes avec lesquelles vous discutez le plus. Donc vos amis peuvent voir ça. Donc pour certains, ça peut être intéressant, mais pour d'autres, ça peut être parfois un petit peu embarrassant. Donc au niveau des chiffres de Snapchat, Snapchat c'est un jeune réseau social, mais il a quand même 173 millions d'utilisateurs, dont 71% des utilisateurs qui ont moins de 25 ans. C'est quand même à souligner. Et ensuite, du coup, 3 milliards de snaps sont envoyés chaque jour. Donc je vous laisse calculer combien de snaps sont envoyés par utilisateur, mais c'est quand même assez impressionnant. Et le temps moyen passé par jour est de 30 minutes. Au niveau de l'usage de Snapchat, donc la première utilité de Snapchat, ça va être de communiquer en temps réel. Donc avec, par exemple, des posts éphémères. Donc par exemple, en fait, vous envoyez une photo en direct, la personne ne peut la visionner qu'une fois. Après, c'est fini. Ou sinon, un chat aussi en direct. Et si vous ne sauvegardez pas les messages, en fait, vous ne pourrez plus jamais les revoir. Donc, ça peut aussi être intéressant. Ou sinon, vous avez le concept de stories. Donc, les stories, en fait, c'est des vidéos ou des photos que vous allez partager qui seront disponibles juste pendant 24 heures. L'autre intérêt de Snapchat, ça a été le premier à faire ça, c'est la personnalisation de photos en temps réel. Donc, vous avez par exemple des filtres. Vous pouvez dessiner sur les photos, vous pouvez également utiliser des stickers de localisation, des stickers pour l'heure, pour la température, etc. Donc ça peut être assez rigolo pour les jeunes, c'est sympa. Donc il y a un autre réseau social qui commence à faire des stories et un petit peu concurrencer Snapchat, c'est Instagram. Philippe, tu peux nous parler un petit peu d'Instagram ? Voilà, donc je vais parler d'Instagram. Et Instagram commence à faire de l'ombre à Snapchat. Alors, Instagram, ça a été racheté par Facebook. Je ne sais pas si vous le saviez. Voilà, ça a été racheté par Facebook en 2012. Et sur le même principe que Snapchat, ça permet de partager des photos et des vidéos. Alors, l'intérêt d'Instagram, c'est l'interactivité, je vous dirai pourquoi. Et ça plaît aussi énormément aux jeunes parce que Instagram a copié Snapchat. C'est pas bien de copier, hein, mais ils ont vu Mark Zuckerberg, qui est le créateur de Facebook, a lancé Instagram et a vu très vite que Snapchat prenait un petit peu le dessus chez les jeunes. Et les jeunes, naturellement, ça intéresse les réseaux sociaux, les publicitaires, etc. Donc, il s'est dit, tiens, Instagram, pourquoi pas, on va faire un peu comme Snapchat. Donc, comme Snapchat, Instagram permet aussi de créer ce qu'on appelle des stories. Les fameuses stories, c'est les petites histoires, que l'on prend. Là, juste avant de venir, on a pris des petites histoires de l'endroit où on était, etc., en disant on est à Bordeaux, j'ai groupe à main, etc., on est très fiers, et on diffuse ça à nos amis. Alors, je voulais faire une petite parenthèse sur pourquoi Snapchat et Instagram plaît aux jeunes. Ça plaît aux jeunes tout simplement, c'est parce que contrairement à Facebook, les messages, en fait, comme l'a dit Nadia, sont éphémères.
Et en fait, les jeunes, ils aiment quand même garder leur petit secret. Voilà, c'est pour ça que ça leur plaît, hein, notamment. Tandis que sur Facebook, tout ce que vous allez publier va rester. Voilà. Donc, Instagram, c'est encore plus gros que Snapchat, désolé. C'est 700 millions d'utilisateurs, 38% d'internautes sont des femmes, compte 26% d'hommes. 90% ont moins de 35 ans, 53% des utilisateurs suivent des marques et leurs bons plans. Donc voilà, notamment c'est ce que l'on fait sur Instagram. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur Instagram? Non, pas ce soir? Ah, une personne, c'est bien. Voilà, donc voilà mon profil Instagram, hein, j'y diffuse quand je donne cours, vous voyez, on me prend en photo. Voilà, on fait de la publicité ou lorsque je passe devant la gare notre belle gare, gare Saint-Jean, je prends une petite photo, voilà, et je la diffuse sur mon réseau. Et ce qui fait le succès d'Instagram, je vais le montrer après ce slide. Là, par exemple, je suis aussi Alexandre Vendée, qui est un globe-trotter et qui a un blog sur New York. Une personne, un Bordelais qui parle de New York. Voilà, très sympathique. Tiens, j'ai manqué un slide, mais en fait, je vais vous le montrer, enfin, je vais vous le décrire. Ce qui intéresse beaucoup les gens sur les jeunes et les moins jeunes sur Instagram, c'est la possibilité d'interaction. Et il y en a une qui est vraiment très sympa, c'est qu'on peut dire si on aime ou pas une photo, tout simplement en poussant 2 fois avec le doigt sur l'écran, en faisant un tap-tap. Et les jeunes adorent ça. Voilà, ils adorent faire des tap-tap en disant j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas. Voilà. Sur Instagram, comme sur les autres réseaux, il y a des bad buzz. Alors le bad buzz encore sur Instagram, donc il y a toujours un bad buzz. Ici, c'est une marque célèbre, je ne sais pas si vous l'avez reconnue. Et cette marque célèbre a fait la promotion d'un boomerang haut de gamme qui n'a pas plu du tout au public parce que celui-ci était trop onéreux d'abord et surtout parce il nuisait à la communauté aborigène, donc la communauté aborigène donc d'Australie. Donc directement, il y a tout de suite des réactions des gens. Parce que bon, on ne peut pas faire ce qu'on veut sur Internet, hein. Nous, on diffuse aussi pour les marques et on doit vraiment toujours marcher sur des œufs en faisant très très attention. Parce qu'on peut blesser. On peut blesser une communauté, on peut blesser des gens. Voilà, hein. Des marques en ont fait les frais. Voilà, je me rappelle de l'histoire de Findus. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire de Findus avec la viande de cheval. Vous vous souvenez de cette histoire? Eh bien, ça avait fait un gros buzz, hein, sur Internet, hein. Voilà. Voilà. Ah, j'avais pas trouvé la diapositive, donc avec le petit cœur chaque fois qu'on tape sur la photo qu'on aime. Voilà. Ça permet de dire j'aime ou j'aime pas une photo que je regarde sur Instagram. On va parler d'un réseau qui est un peu moins connu et pourtant très 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 fréquenté par les femmes. Voilà, c'est Pinterest. 85%, excuse-moi, je prends tes chiffres, 85% des femmes y sont, il paraît. Nadia, tu peux poursuivre? Oui, 85% de femmes sur Pinterest, donc c'est assez quand même important pour un réseau social. Donc du coup, au niveau des utilisateurs, il y a 100 millions d'utilisateurs, c'est pas énorme, mais c'est quand même déjà pas mal, avec aussi 100 milliards d'épingles. Donc c'est par contre assez important. L'âge moyen sur Pinterest est assez large puisque c'est entre 18 et 64 ans. Et il faut savoir que les utilisateurs de Pinterest, donc je vous expliquerai après en quoi consiste ce réseau social, mais sont 10% plus enclins à acheter en ligne. Donc Pinterest, ça sert principalement donc, à découvrir des tendances. Donc vous avez beaucoup de marques et de sites web qui vont utiliser Pinterest pour partager des articles, des recettes, etc. Je peux faire une petite publicité pour une amie bordelaise qui a ce site. Je vous invite à aller voir son site, c'est Papy et Pupi. Voilà, elle s'appelle Anne La Taillade et il y a des super recettes dessus. Voilà, allez-y, je vous le conseille. Un peu de publicité pour une amie. Sur Pinterest, vous pouvez également partager vos coups de cœur. Donc, vous pouvez les partager avec vos amis, mais également les épingler pour vous. Donc, moi, je l'utilise surtout pour retenir des idées en fait, de décoration, mode, etc. C'est très pratique pour épingler des contenus. Et vous pouvez également découvrir de nouvelles tendances, donc des tendances notamment au niveau de la décoration, de la gastronomie et de la mode. Donc ensuite, autre réseau social, YouTube, qui est bientôt en train de remplacer la télé pour certains, n'est-ce pas Philippe? Tout à fait Nadia.
Donc YouTube, là je pense qu'il y a des gens qui connaissent YouTube quand même là, hein. Oui, tout le monde est allé sur YouTube, on a l'habitude de regarder des vidéos. Sachez que les jeunes adorent ça. Ils adorent YouTube. Et j'ai ma montre qui sonne, ça c'est pas bien. Voilà, je suis désolé. Euh, donc YouTube, c'est le réseau préféré des jeunes aussi. Avant d'aller sur les réseaux sociaux, c'est un réseau social YouTube, mais c'est avant tout la diffusion de vidéos. Donc les jeunes, souvent de moins de 13 ans, commencent d'abord à aller sur YouTube avant d'être sur les réseaux sociaux, parce qu'on le verra par après, les réseaux sociaux ne sont normalement accessibles qu'à partir de 13 ans. Donc sur YouTube, on trouve plein de choses, et on va le voir. On va d'abord regarder quelques chiffres. Hop, si je veux bien passer à la diapositive suivante. Il y a quand même autant d'utilisateurs que, enfin pas autant, mais presque autant que Facebook. 1,5 milliard, c'est énorme. 55% d'utilisateurs sont des hommes, 45% des femmes. L'âge moyen est entre 18 et 49 ans. Et ça, c'est l'âge moyen, mais ça commence très tôt. Je n'ai plus aujourd'hui d'enfants qui sont sur Internet, etc., en bas âge, mais je pense que les enfants y vont très tôt. Je ne sais pas, peut-être que madame pourra témoigner, mais ils sont... Enfin, moi, j'ai des neveux, des nièces qui sont déjà à 7, 8 ans, 9 ans. Ils sont sur YouTube, ils adorent ça. 2 millions de vidéos sont visionnées chaque minute, ce qui est assez impressionnant aussi. Alors, moi, mon régal sur YouTube, c'est les TEDx, c'est les talks du TEDx, qui sont très intéressants parce que des personnalités très connues ou pas, ils font des petites séquences de 20 minutes. Si un jour vous devez regarder quelque chose sur YouTube, vous tapez TED, les TED, c'est vraiment génial. Vous apprenez plein de choses. C'est mieux que la télé, entre nous. Et toi, Nadia? Oui, tu regardes aussi YouTube, Oui, mais qu'est-ce que oui, tu regardes? je regarde Ouais, YouTube et je voilà. regarde aussi les TEDx, mais c'est vrai que moi, ce que je préfère sur YouTube, ce que je préfère faire, c'est regarder les infos en fait en direct, parce que souvent le matin, j'aime bien écouter les informations, et c'est vrai que je vais pas allumer ma télé pendant que je me prépare, etc. Donc en fait, je mets YouTube sur mon téléphone et je regarde France Info, et voilà, je trouve ça très pratique, et c'est vrai que de plus en plus de personnes l'utilisent aussi comme télé en fait. Voilà. Donc sur YouTube, vous pouvez faire plein de choses. Alors on connaît aussi les YouTubeurs. Les jeunes adorent rire avec les YouTubeurs. Il y a Norman Cyprien. et Cyprien, voilà. Cyprien notamment. On peut apprendre plein de choses sur YouTube. Il y a ce qu'on appelle des tutos. On peut faire du bricolage, on peut apprendre à coudre, voilà, faire de la broderie, on peut faire plein de choses. On peut aussi écouter de la musique, hein, voilà, gratuitement. Vous écoutez de la musique. Voilà, il y a quand même un peu de pub, mais c'est très léger. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voir des news, voilà. J'ai rien oublié. Voilà, non, c'est à peu près tout. Il y a certainement d'autres choses. Euh, on en est, voilà, on passe à un autre chapitre. C'est encore moi qui prends la parole. Oui, je Oui, pense. c'est moi, c'est bien, merci. Après cet aperçu donc sur les réseaux sociaux, on va un peu essayer de comprendre le comportement des enfants. Je pense que vous êtes venus aussi pour ça. Euh, on rentrera plus dans les détails peut-être après cette conférence si vous le désirez. On va seulement surtout citer quelques chiffres. Alors là, j'ai été un petit peu fort hein, avec des bébés qui sont déjà avec une tablette. Sachez qu'aujourd'hui, tous ces enfants naissent avec ce qu'on appelle nous des digital natives. Ils sont nés dans le digital. C'est pas le cas de Nadia. Nadia a découvert le digital plus tard, n'est-ce pas? Un peu plus tard, oui. Un Pas peu de plus tard. tablette Voilà, il n'y à avait pas encore de l'époque. tablette. Aujourd'hui, souvent, à nos enfants, on leur laisse la tablette. Voilà, pour jouer à des jeux éducatifs, etc. Ça arrive de plus en plus. Donc, quelques chiffres qui peuvent un petit peu être étonnants ou pas, je ne sais pas, là il y a quelques parents, et moi ça m'a un petit peu étonné quand même, c'est que la digitalisation, ça fait un petit peu peur parce que 64% des enfants de 11 à 14 ans utilisent déjà un smartphone. Voilà, moi j'ai autorisé les miens, je pense, qui sont plus vieux, à partir de... Le dernier, je crois qu'il devait avoir 12, 13 ans, 13 ans, les 13 ans. Nadia, toi, c'est ton premier smartphone, c'est à quel âge? 12 ans, 12 ans, il me semble. voilà. Donc c'est de plus en plus jeune hein,
qu'ils ont un smartphone ou une tablette. 38% des enfants de 4 à 14 ans ont à leur disposition une tablette. 62% des enfants de 4 à 14 ans détiennent un écran personnel. Les 7 à 12 ans se connectent sur le web plus de 6 heures par semaine. Vous imaginez, c'est énorme. Donc les conséquences de tout ça, c'est que normalement, les enfants ne peuvent pas s'inscrire sur les réseaux sociaux avant 13 ans. Voilà. Mais bien entendu, certains trichent. Parce qu'il suffit de tricher sur son âge pour aller sur les réseaux sociaux. C'est simple. Ou alors, ils vont tout simplement utiliser le profil de leur grand frère, leur grande sœur. Il y a aussi des parents qui autorisent les enfants à aller sur les réseaux sociaux avant l'âge. Voilà. Alors, je ne suis pas aujourd'hui là pour juger. Je suis là pour constater et qu'on fasse tous une prise de conscience. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Voilà, on le saura peut-être plus tard. Voilà, mais le constat est là. Là, vous avez les réseaux sociaux qui sont autorisés à partir de 13 ans et ceux qui sont autorisés à partir de 18 ans. Mais sachez que 45,7% des jeunes de 11 ans sont déjà sur les réseaux sociaux. C'est déjà énorme. Voilà. Je n'ai pas pu avoir des statistiques avant, mais je suppose que même plus jeunes, certains enfants sont déjà sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un a des chiffres, ce serait intéressant. 62% à 12 ans et presque 80% à 13 ans. Donc à 13 ans, vous avez déjà 80% des enfants qui sont sur un réseau social. 13 ans, c'est jeune. Hein. Voilà. Mais bon, s'ils sont bien accompagnés, etc., c'est très bien. Donc, avec l'autorisation de leurs parents. Donc, les conséquences de tout ça, il y a quand même des répercussions et il peut y avoir des souffrances psychologiques parce que les réseaux sociaux, c'est pas anodin, c'est pas le monde de oui-oui. Hein, il y a des gens dessus qui n'ont pas toujours... voilà, qui font pas toujours de bonnes choses, des prédateurs comme on dit. Hein, voilà. Donc il y a une enquête qui a eu lieu aussi qui disent que 17% des jeunes de 9 à 16 ans rapportent avoir été dérangés ou perturbés par quelque chose sur le web autour de la dernière année. Alors quels sont les 4 grands dangers qu'il y a sur Internet? Je n'ai pas la diapositive ici, c'est dommage. Voilà, il y a eu Voilà les 4 dangers. Oui, ils sont là, les 4 dangers, c'est ça. C'est l'exposition à du contenu non désiré. Je ne vais pas rentrer dans les détails. D'accord, vous voyez tous ce que ça peut être. Le contact avec des personnes inconnues. Aujourd'hui, il peut y avoir des adultes qui prennent contact avec des enfants. Hein, ça existe, voilà. L'addiction aux outils numériques, on le verra par après, c'est en fait... Trop de réseaux sociaux, nuit aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que le trop, c'est jamais bon. Hein. Voilà, trop consommer, c'est jamais bon. On le sait tous ça. Mais les réseaux sociaux, c'est pareil. Et le cyberharcèlement existe, c'est-à-dire que là, vous avez une image, c'est que des élèves peuvent harceler d'autres élèves sur Internet. Et il y a eu malheureusement des cas extrêmes hein, où la personne a même mis fin à ses jours. Voilà, c'est pas très réjouissant tout ça, mais si c'est bien encadré, tout se passe bien. Voilà, je pense que l'encadrement est toujours essentiel. Donc, il est recommandé aux parents, c'est ce que je venais de dire, d'encadrer leurs enfants. Alors, ne les espionnez pas. N'espionnez pas les enfants, encadrez-les, accompagnez-les sur les réseaux sociaux. C'est le plus important. Pourquoi? Parce que à ce jour, la majorité des métiers de demain seront digitaux. Si vous les frustrez dans le digital, ça risque de leur porter préjudice à terme. Tous les métiers, on sait aujourd'hui que peut-être 80% des métiers seront digitaux dans l'avenir. Donc, ne pas leur donner accès à ce monde numérique, c'est aussi, ils n'auront pas toute leur chance, pour plus tard. Donc, accompagnez-les plutôt que de les frustrer hein, et de leur dire non, il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux, non, il ne faut pas aller sur Internet, ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude, c'est accompagner, expliquer.
être avec eux. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'était un peu mon sentiment sur l'attitude des parents et par rapport à leurs enfants qui sont sur Internet, sur les réseaux sociaux et autres. Alors, il y a quelque chose qui me tient aussi. Nadia, j'avais une petite question à te poser, oui. Voilà, parce que autant demander à Nadia un petit peu, je voulais lui demander, avant 13 ans jusqu'à maintenant, comment ça s'est passé pour toi, les réseaux sociaux Oui, oui. Ouais. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux, donc ils ont quand même déjà pas mal changé en 10 ans, vu qu'à peu près les jeunes qui rejoignent les réseaux sociaux maintenant ont 10 ans de moins que moi. Donc nous au début on utilisait plus tout ce qui est blog, donc j'en parlais tout à l'heure, MSN, etc. Vu qu'on n'avait pas des forfaits de téléphone illimités, donc on utilisait ce qu'on pouvait pour communiquer. Et ensuite une fois que les réseaux sociaux sont apparus, c'est vrai que moi j'ai vraiment eu un sentiment plutôt positif face à ça, puisque vu que j'ai une grande famille qui vit à l'étranger, etc., c'était très pratique pour communiquer. Mais aussi, on a très vite été mis en garde face aux dangers des réseaux sociaux dont parlait Philippe. C'est-à-dire que moi, je me souviens dès la primaire, voire le collège, en informatique, on nous expliquait bien, voilà, ne pas accepter des inconnus dans ses amis, ce que je n'ai jamais fait, ou sinon, voilà, régler ses paramètres de confidentialité, etc. Donc, on était quand même déjà sensibilisés à ça à l'époque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus l'impression que les jeunes cherchent quand même une certaine petite notoriété sur les réseaux sociaux. Moi, je vois par exemple mes petits cousins, mes petites cousines qui ont peut-être 11 à 15 ans. Eux, ils ont des milliers de followers sur Instagram, on ne sait même pas d'où ils sortent. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et donc ouais, il y a une recherche de notoriété sur les réseaux sociaux qui est assez importante. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça que ça évolue, donc on ne peut pas forcément lutter contre. Mais voilà, moi, personnellement, à l'époque, j'avais plus une utilisation ludique des réseaux sociaux, qui c'est donc avec partage de photos avec mes amis, etc. Puis ensuite, ça s'est vite transformé en une utilisation plus professionnelle, une fois que je suis rentrée à la fac ou même au lycée, et informative. Donc maintenant, c'est vrai que ma génération, j'ai l'impression qu'on utilise beaucoup les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook, pour s'informer. Donc pour voir des news, bon, faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il faut suivre des pages intéressantes d'information et faire attention aux fake news. Mais c'est vrai que oui, c'est un moyen d'information et c'est ma principale utilisation des réseaux sociaux, c'est pour ça, à part mon métier bien sûr. Merci Nadia. Voilà. Donc tu as une famille très célèbre sur les réseaux sociaux. Non, pas forcément. Oui. Voilà. Donc, on va parler maintenant de se déconnecter. Voilà, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur parce que voilà, l'usage intensif des réseaux sociaux peut nuire à la santé. Et donc, on a remarqué que l'usage intensif donc, de ces réseaux sociaux, ça amène carrément à la dépression chez certaines personnes. Voilà. Nous, on est des fois un petit peu limite. Hein. Oui. Donc voilà, sachez utiliser les réseaux sociaux à bon escient, voilà, faire des coupures, etc. Personnellement, je vous parle de moi qui utilise énormément les réseaux sociaux parce que je les utilise professionnellement et personnellement. Qu'est-ce que je fais? Je me suis aménagé des plages horaires où j'éteins mon smartphone, j'éteins l'ordinateur, etc. C'est notamment en ce qui me concerne, mais pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Le soir, avant de me coucher, jamais de réseaux sociaux. Voilà, parce que je sais que j'irai me coucher tard. Il vaut mieux lire un bon bouquin, par exemple. Mais ça, c'est pour moi. Hein. Le matin aussi, je vous dis ça parce que je connais beaucoup de gens qui se lèvent le matin et leur premier réflexe, c'est même plus le café. Hein. C'est directement ouvrir Facebook. Qu'est-ce qu'on a dit de moi cette nuit ? Grand mystère. Est-ce que j'ai de nouveaux amis? Donc, ménagez-vous. Les réseaux sociaux, c'est bien. Voilà, toujours avec modération. Parce que, en fait, bon, vous voyez, les jeunes, aujourd'hui, c'est une image qu'on n'avait pas il y a 30 ans, ça. Hein. À 30 ans, on faisait la même image, on jouait aux billes. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez les billes. Oui, ça, c'est peut-être quelque chose de très vieux, ça. Si, quand même. Quand même, voilà. Enfin, ça n'existait pas, ces images. Aujourd'hui, on joue plus aux billes, on joue au smartphone. Voilà. C'est bon, c'est intéressant. L'infobésité nous guette. Il y a énormément d'informations sur Internet. Même trop. Et on ne sait plus où donner de la tête. On est en infobésité. Il faut faire très attention à ça aussi.
Internet, c'est une machine formidable pour se renseigner, pour acheter, pour réserver. Aujourd'hui, on peut effectivement faire ses courses sur Internet très, très facilement. C'est un outil fabuleux, mais aussi c'est un outil dangereux. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations et on peut y passer toute la journée sans voir le temps qui passe. Voilà. Sachez faire autre chose. Là, j'ai une belle image de notre chef d'agence qui montre des enfants qui s'occupent de poules. Et je trouve ça très sympathique, hein, parce que ça, c'est la vie aussi. Hein. C'est pas que les réseaux sociaux. On n'est pas là aujourd'hui pour faire que l'apologie des réseaux sociaux. Hein. L'avenir, est-ce que l'avenir merveilleux des réseaux sociaux? Quel est-il? Je vais vous montrer deux, trois choses qui ont déjà lieu ou qui vont avoir lieu. C'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet et que vous vous adressez à une marque, on va reprendre le cas de la SNCF, mais ça peut être d'autres marques, ce n'est plus un humain qui vous répond. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un chatbot. Le chatbot, c'est simplement une intelligence qui va répondre à vos questions de la même façon que le ferait un être humain. Et cela, ça va être de plus en plus perfectionné. C'est-à-dire qu'on va se rapprocher de plus en plus d'une conversation humaine. Donc, vous allez poser une question qu'il n'a pas effectivement dans sa base de données, il va aller la chercher et il va trouver toujours une réponse. Pour le moment, il y a toujours encore des humains, de temps en temps. Mais quand vous demandez par exemple un horaire sur le Messenger de la SNCF, c'est un robot qui vous répond. Voilà. Donc ça, de plus en plus, les marques s'y intéressent parce que effectivement, hein, il n'y a plus d'humains, c'est intéressant, hein, pas d'emploi. La vidéo, comme vous le voyez, on est sur Facebook Live, on salue, voilà, on fait coucou. La vidéo va être de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. Au début, c'était le texte, puis ça a été l'image. Aujourd'hui, c'est la vidéo. La vidéo en direct ou en replay. La vidéo va prendre une place de plus en plus importante sur tous ces réseaux sociaux. Une nouveauté, oui, je tenais, et j'ai oublié de dire merci à BV Productions pour la retransmission voilà, sur Facebook Live. Désolé Bruno, voilà, un peu de publicité. Donc la vidéo, c'est aussi le 360. Alors le 360, je ne sais pas si vous avez déjà vu une vidéo 360. Une vidéo 360, ça veut dire que on peut faire ça, voilà, dans la vidéo, et voir tout ce qui se passe. Voilà, en direct. Alors, en direct, vous pouvez, si on posait une caméra vidéo 360, on me verrait, mais l'utilisateur pourrait aussi voir l'envers du décor. Ça aussi, ça va arriver très, très, très vite. Voilà. Et quelque chose aussi que vous avez vu, ce sont les casques. Ces fameux casques qu'on va se mettre sur la tête. On va être casqué pour entrer dans un monde virtuel et voir ce qu'on appelle la réalité augmentée virtuelle. Les réseaux sociaux aussi s'intéressent à ces technologies, naturellement, pour vous envoyer des informations directement dans un casque qui va vous immerger carrément dans un monde virtuel. Voilà. Alors, je vous laisserai réfléchir à tout ça. Voilà, on pourra en parler après. Je vous donnerai mon point de vue. Les objets connectés, vous avez vu que j'ai une montre connectée. Aujourd'hui, on est hyper connecté. Nadia, dernièrement, m'a interrogé sur les assistants vocaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces assistants vocaux qui rentrent dans les ménages et qui vont pouvoir converser avec vous. Vous pouvez lui dire, tiens, il manque du lait dans mon frigo. Il va vous commander le lait. Voilà, ça c'est l'avenir. Ça fait... oui, je vois les réactions d'un public. Il pourrait avoir aussi, par exemple, un objet connecté que j'ai vu dernièrement, c'est un objet connecté qui permet de voir le contenu de votre frigo et commander automatiquement ce qu'il manque dans celui-ci. Donc ça va très vite et tous ces objets connectés vont être aussi connectés aux réseaux sociaux. Donc tout cela va être interconnecté, etc. Donc voilà, c'est un nouveau monde qui s'offre à nous. Donc
je vais conclure maintenant parce que voilà, je commence à me faire long. Et là, je vois que je commence à parler beaucoup. Il fallait que tu m'arrêtes, Nadia. Après ces quelques prospectives, donc ces quelques notes d'avenir là sur les réseaux sociaux, je voulais vous dire que voilà, ça fait que 13 ans que les réseaux sociaux font partie de notre quotidien. Ça fait pas très longtemps en fait, hein. Pour les plus vieux d'entre nous, vous vous souvenez peut-être de la révolution de l'agriculture, de la révolution industrielle, etc. Le temps que ça a mis avant avant que tout le monde soit habitué voilà, à ces mondes-là. Aujourd'hui, on est dans un nouveau monde, une ère digitale. Ça va très, 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 très vite, hein. Beaucoup plus vite que la révolution industrielle, vu que ça ne fait que 13 ans. 13 ans, Nadia, tu imagines, hein, que Facebook est né. Et en 13 ans, ça représente 2 milliards d'individus. C'est énorme. Donc ces réseaux sociaux nous offrent de plus en plus de fonctionnalités et là on n'est pas au bout de nos surprises, hein. Il va y avoir des fonctionnalités qu'on ne connaît pas encore qui vont arriver d'un moment à l'autre. Et voilà, il y a des choses magnifiques, il y a des dangers et la conclusion que je voulais apporter, c'est une conclusion au niveau de la formation. Moi, je forme, je donne cours dans des écoles, voilà. Et je trouve aussi qu'on devrait donner cours à tout le monde. Tout le monde, voilà. Ceux qui sont peut-être un petit peu déconnectés, parce qu'il y a des gens qui sont déconnectés. Voilà, ceux-là les plus intéressants. C'est ceux-là qu'il faudrait aussi reconnecter au monde digital. J'aimerais aussi que les écoles s'intéressent de plus en plus tôt au numérique. Ce serait une bonne chose. Ils le font des fois tardivement. Qu'il y ait de l'information au plus tôt aussi dans les écoles. Je trouve que ça manque. Est-ce que les professeurs aujourd'hui, en école primaire, informent les élèves des réseaux sociaux, des dangers notamment? Je ne sais pas si ça se pratique. On pourra en discuter après. Et voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais terminer. Je vais remercier Nadia de m'avoir accompagné pour témoigner pour la génération milléniale. Merci à toi. Merci. Et je voulais vraiment remercier Groupama Centre-Atlantique pour cette merveilleuse opportunité de nous exprimer sur les réseaux sociaux de façon globale, générale et ouverte à tous et basée sur les jeunes. Remercier Pauline aussi, qui nous a écoutés attentivement, voilà, et qui va nous dire un petit mot peut-être. Les questions, il y a des questions, voilà. On passe aux questions alors. Il y a quelques questions des internautes. Donc, oui. Avant de laisser la place au public, je voulais juste poser une question qui était comment les réseaux sociaux peuvent nous aider, enfin nous accompagner dans la recherche d'un travail, par exemple, ou un stage. Très, très, très bonne question, effectivement. On n'a pas abordé en fait un réseau social assez connu qui s'appelle LinkedIn, qui est le réseau social de la recherche d'emploi aujourd'hui. Ce qu'on préconise, nous, dans notre entreprise et auprès des élèves aussi à qui on donne cours, c'est d'avoir cette fameuse page LinkedIn. Alors LinkedIn, je ne sais pas si vous connaissez, mais aujourd'hui, un jeune, à partir d'un certain âge, quand il est aux études, doit avoir sa page LinkedIn et un profil Facebook irréprochable. Les recruteurs, alors si je comprends la question, hein, les recruteurs sont naturellement très intéressés par le digital. Un recruteur aujourd'hui va, même s'il dit qu'il ne va pas le faire, va aller voir votre profil Facebook. Certains me diront, il vaut mieux que je n'y sois pas alors, plutôt que d'y être. Non, il vaut mieux y être. Il vaut mieux y être parce que si vous n'y êtes pas, il va se poser des questions. Il vaut mieux que ce recruteur voit que vous avez une vie normale, hein, que voilà, vous avez des amis, tout le monde peut avoir des amis, recevoir des amis, avoir une vie sociale. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, alors je ne vais pas dire qu'il faut être sur Facebook tous les jours pour montrer ce que l'on fait, etc. Mais montrer quand même qu'on a qu'on a une vie sociale de façon très générale. C'est toujours bon, je parle surtout à ceux qui cherchent du boulot parce que c'est à eux qu'on s'adresse. C'est toujours bien de montrer qu'on est présent sur Facebook
et surtout, et là j'insiste, d'avoir un profil irréprochable sur LinkedIn. Voilà, LinkedIn, c'est vraiment le réseau aujourd'hui pour chercher du boulot. Il faut bien le remplir, avoir des recommandations, etc., etc. Voilà, il ne faut surtout pas négliger LinkedIn. Je ne sais pas, Pauline, si ça répond à la question des internautes. Très bien. Et puis une autre question, c'est comment accompagner mes enfants dans l'utilisation, dans l'usage des réseaux sociaux. Quels conseils on pourrait donner ? Alors, je vais donner un conseil et puis Nadia, tu donneras aussi peut-être ton point de vue à ce moment-là, parce que c'est un point de vue plus jeune que moi, parce que mes enfants sont très grands. Comme je le disais, pour les accompagner, je pense que si c'était moi qui avais aujourd'hui encore des enfants en bas âge, je ne les laisserais pas seuls avec un outil informatique, on va dire avant 13 ans. Je préférerais quand même que cet outil informatique soit dans une pièce de vie que je fréquente aussi, que ce ne soit pas uniquement dans leur chambre. Voilà, jusqu'à un certain âge, je ne sais pas, aujourd'hui ils évoluent très très vite. Je les accompagnerai un maximum. Moi je me rappelle avoir beaucoup accompagné mes enfants qui doivent m'écouter. Là j'en ai 3, ce sont 3 grands gaillards comme moi. Ils sont tous les 3 accros d'Internet et des réseaux sociaux. À partir d'un certain âge, je vais dire, bon, moi je n'ai pas eu des enfants digital natives, hein, donc ils étaient plus grands, mais même à 13 ou 14 ans, à l'époque, je me souviens, quand ils avaient 13 ou 14 ans, nous parents, on était quand même inquiets. On était inquiets de ce qui se passait et très discrètement, mes enfants ne m'ont jamais fermé la porte de leur chambre, mais on allait voir ce qui se passait et c'était bien de partager leur regard sur Internet et ce qu'ils regardaient surtout. Voilà. C'est comme ça que je me rappelle avec mon fils Boris, j'ai découvert Bryce the Nice très, très tôt. Voilà. Vous connaissez Bryce the Nice, hein? Nadia, toi, ton regard, parce qu'un jour peut-être que tu auras des enfants, etc. Oui. Quel est ton regard ? Alors oui, j'ai pas encore d'enfants, mais je vais peut-être prendre l'exemple un petit peu de mes parents, comme ils m'ont éduquée à ce niveau-là. Je pense effectivement que peut-être jusqu'à un certain âge, moi je dirais plus 11 ans, mais je sais pas. Laisser seul avec un ordinateur, c'est pas forcément une bonne idée. Mais après, moi, mes parents m'ont quand même laissé assez libre et ça m'a en fait aidée à appréhender les outils informatiques, à les utiliser. Et maintenant, si je me débrouille très bien, c'est un petit peu grâce à ça. Donc voilà, mais ce que je trouve bien, c'est peut-être aussi d'arrêter l'ordinateur, en fait, peut-être, je sais pas, reprendre l'ordinateur à ses enfants à une certaine heure pour qu'ils ne soient pas jusqu'à 2-3 heures du matin, parce que j'en connaissais dans mon collège, dans mon lycée, qui pouvaient y rester toute la nuit. Donc ça, c'est pas forcément bien. Si l'enfant n'est pas forcément prêt à le faire tout seul, c'est peut-être bien de l'enlever. Mais après, c'est vrai que moi, personnellement, être libre face à Internet, ça m'a quand même aidé. Donc voilà, je trouve ça plutôt positif. Ouais. Et un point positif pour les parents, c'est qu'aujourd'hui, la meilleure punition, c'est de priver les enfants de portable. Voilà. Je pense qu'on en termine là. D'autres questions, Pauline? Non, la salle, des questions? Des questions publiques? Est-ce qu'il y a des interrogations? Est-ce que vous allez aller sur Facebook ou pas? Allez voir ce qui s'y passe. Qui est sur Facebook? Levez les doigts. Il y en a combien? Ah, il y en a quand même quelques-uns là. Oui. Ouais. Twitter? Ah, il y en a quelques-uns aussi. Instagram, il y en a, oui. Qui est sur YouTube, tout le monde regarde YouTube. Hein. Voilà. Snapchat, les enfants? Snapchat, oui, des snappers, ouais, ça c'est sûr. Voilà. Bon, les plus jeunes, ça vous a plu là qu'on parle un peu des réseaux sociaux avec les parents? Ouais. C'était cool. Ouais. Vous n'avez pas de questions? Vous connaissez tout déjà. Hein? Vous auriez pu faire le cours, l'exposer à ma place. Si. Hein? Jérôme, une question. Jérôme, c'est un grand fan. Il vient me voir à... Très bonne question aussi. Ça, c'est une question difficile. Hein. Les contrôles parentaux n'existent pas réellement, en fait. Hein. Il y a certainement des produits aujourd'hui qu'on peut installer sur les smartphones. Snapchat, oui. Si en fait on s'inscrit en étant honnête, on met la date de naissance. Si on est né donc avant, là je ne sais pas quelle année ça fait, mais si on a moins de 13 ans, ça nous met directement sur SnapKid. Et c'est un Snapchat pour les enfants, en fait. D'accord. Mais voilà, pour répondre à ta question, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de contrôle de l'âge. En fait, je ne vois pas comment on pourrait contrôler l'âge. Et après, on peut mentir.
Comment? On peut complètement mentir. Oui, c'est oui, pas- on ment, oui. Donc il n'y a pas vraiment de contrôle parental. Voilà, c'est aux parents de faire attention, quoi. Autre question, Jérôme? Oui, monsieur, madame? Oui, excusez-moi. Peut-être aussi un des moyens, du coup, pas forcément de contrôler, mais ce serait d'ouvrir la discussion, justement, avec les enfants, et non pas de les réprimander et d'interdire. Au contraire, que l'enfant se sente libre d'y aller, libre de pouvoir parler, notamment des contenus qui peuvent le questionner, ou contenus indésirables qui peuvent leur tomber sous les yeux. Je pense qu'une des meilleures préventions, voilà, c'est faire de la prévention, de la discussion. Bien sûr. Pour moi, c'est vraiment, on ne peut pas aller à l'encontre. De toute façon, voilà, les réseaux sociaux, ça va se développer. C'est incontournable. Et c'est à nous aussi, en tant qu'adultes, parents, soit enseignants, etc., et enseignants, oui, bien sûr, de se mettre à jour et de faire de la prévention. Il y aurait des enseignants ici, quelqu'un, vous justement, est-ce que, voilà, justement, c'est intéressant, est-ce que vous en parlez à l'école? Alors, je suis enseignante auprès de grands, mais qui interviennent, eux, auprès d'enfants. Ah, ça c'est bien. Ouais, voilà, et du coup, on essaye, là, très prochainement, fais une table ronde, j'anime une table ronde, justement, sur, pas que les dangers, sur les écrans et Internet auprès des enfants. Les bénéfices, mais également les dangers, pour essayer de sensibiliser les gens qui vont ensuite intervenir auprès d'eux, pour justement voilà, essayer de donner des conseils. Ce serait c'est parfait, ça. C'est une bonne nouvelle. Idéalement, ce qui serait bien, c'est que carrément, il y ait un cours. Voilà, un cours qui soit dédié. L'éducation nationale, là, on parle à l'éducation nationale. On peut passer un message. Je crois que de plus en plus, je crois savoir que ça, quand même, les enseignants, de plus en plus, maintenant, c'est pas encore au programme, mais en tout cas, il me semble que c'est d'actualité. Les enseignants les nouveaux enseignants, en tout cas, utilisent les réseaux sociaux, eux aussi. Et du coup, je sais qu'il y a le code à l'école aussi. Le code, vous savez que le code, c'est un peu comme les maths et l'anglais aujourd'hui. Il va falloir savoir coder. Alors, coder, c'est quoi? C'est faire des programmes, des choses comme ça. Aujourd'hui, les enfants font ça très tôt, très jeunes, de plus en plus jeunes. Et encore, je crois que le monde de l'enseignement est en train de changer fort. Oui, encore une, Jérôme. Je peux peut-être compléter sur un point. Aujourd'hui, on est dans un cadre de prévention ici. Dans ce cadre de prévention, au collège, il y a un outil qui est à notre disposition, nous parents, qui s'appelle le B2I. Le B2I, c'est le brevet informatique et Internet que vous passez entre la 6e et la 3e et qui est sanctionné par une acceptation par le corps professoral en 3e. Alors le B2I, c'est 100, 150, 120 questions relativement complexes à comprendre si on y met nos enfants tout seuls devant. Pour autant, si on prend le temps, nous parents, de se poser et effectivement de lire ces questions qui concernent la protection de la vie privée, la protection des droits de l'enfant, qui concernent comment utiliser par exemple l'outil informatique, comment utiliser les réseaux sociaux, on ouvre cette discussion. Comme vous disiez, effectivement, ça va nous permettre de pouvoir engager un dialogue dans un fil logique. Faites-le, faisons-le ensemble, lisons ces questions, n'ayons pas peur de l'outil Internet, posons-nous ces questions-là. C'est aussi notre rôle à nous, de parents, que de pouvoir accompagner nos enfants dans la prise en main de ces outils qui, de toute façon, sont absolument incontournables. On a ces outils, utilisons-les, et on les a pendant 4 ans. C'est en pleine période d'adolescence qui favorise évidemment la communication avec nos enfants. Parce que tu as des grands enfants. De la 6e à la 3e. Donc on a ces outils-là, n'hésitons pas à les utiliser. Merci Nadia. Merci Jérôme. Merci pour cette information que j'ignorais naturellement, vu que j'ai plus d'enfants. Enfin, plus d'enfants, j'ai toujours des enfants, mais ils sont tellement grands maintenant. Bonjour à Clara et bonjour à Emma. Elle nous regarde? Oui, super. Nadia, pas d'autres. Toi, tu as une question? Une autre question là-bas. Une question. Ah, monsieur. Attendez, j'arrive. Oui, vous nous avez dit qu'il y a certains réseaux sociaux qui sont éphémères, surtout les images, les films et tout ça, c'est éphémère. Et Facebook, c'est pas éphémère. Mais par contre, moi je sais que je regarde, très peu, sauf Facebook de temps en temps, tous les 2-3 jours, j'y tiens, en fait, je vais faire un tour. Et alors, je fais défiler, alors tout ce que je vois, ça me fait rire, sourire, pleurer des fois, parce qu'il y a des choses qui sont... Mais il y a certaines choses que j'aimerais bien conserver ou revoir. Parce que, d'abord,
quand c'est envoyé, surtout par des gens que je ne connais pas, j'ai des doutes. Ça, je mets en doute systématiquement, parce que ça peut être vrai ou pas. Mais comme on l'a fait passer, on ne le retrouve plus, et puis on ne peut pas contrôler. Alors moi, je ne dis rien, parce qu'il y en a qui répètent tout ce qu'ils ont vu, enfin, beaucoup de choses qu'ils ont vues, mais bon, c'est comme on dit maintenant communément, c'est sur les réseaux sociaux, on dit n'importe quoi. Mais il y a des vérités, je pense. Mais on ne peut pas les retrouver. Moi, je ne les retrouve pas. D'accord, merci. Merci monsieur. Je vais vous répondre en fait, et vous mettez le doigt sur effectivement une difficulté, c'est que sur Facebook, contrairement à Google, on ne peut pas des fois retrouver certains posts qui ont défilé. Je vous montrerai après personnellement que vous pouvez le faire en fait. Vous pouvez mettre un petit signet et enregistrer certaines publications. Il faut juste le connaître. C'est pour ça que je vous disais que ce serait bien de former et d'informer tout le monde, les seniors comme les plus jeunes, des possibilités qu'offrent les réseaux sociaux. Mais vous pouvez effectivement mettre un petit signet sur un post Facebook pour le retrouver plus facilement après. Facebook y a pensé. Voilà. Mais tout le monde ne le sait pas. Et voilà, c'est une information qui circule pas trop. Je vais revenir sur le contenu éphémère, et notamment Snapchat et Instagram, etc., que vous avez évoqué tout à l'heure. Ce contenu est éphémère, donc normalement, il est perdu. Mais il y a toujours un doute. Il y a toujours un doute. C'est est-ce qu'il le conserve ou pas? Voilà. Donc ça, je n'ai jamais lu les conditions. Alors, personne ne lit les conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux. Voilà. Donnez-moi votre témoignage sur le screenshot, ça c'est intéressant. Donc oui, c'est éphémère sans être éphémère, puisqu'on peut screenshotter. Donc screenshotter, c'est faire une image photo une capture de l'écran. Là, il sait mieux que moi. Une capture de l'écran de la photo ou du texte en question. Donc c'est pas vraiment éphémère en fait. Ça peut être éphémère si on ne screenshot pas, si on ne capture pas, mais voilà. Votre fils était naturellement au courant. Est-ce qu'on peut toujours screenshotter Snapchat? Là, je crois qu'il mettait un... Oui, on peut toujours le faire. Oui. On peut le faire, mais en fait, si quelqu'un screenshot le snap, on peut voir qu'il l'a fait. Quoi. Voilà, c'est ça. Il y a une alerte qui se met en place. C'est écrit, quoi. Ah, sur la story, on le voit qu'on a screenshoté. Donc, screenshotter, c'est simplement faire une copie de l'écran. Voilà. C'est possible. Voilà, il y a une petite manipulation. D'autres questions? Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Ça nous a fait vraiment énormément plaisir. Voilà. Ça y est, il y a mon écran de veille qui s'est mis en place. Donc, je pense qu'on peut arrêter, Pauline? Oui. Voilà. On peut passer en mode networking, oui, et arrêter de parler dans le micro.